Nous sommes mercredi le 24 janvier, enfin une belle journée, un peu de soleil. Je m'y prends un peu tard là pour vous faire cette vidéo. Le soleil est déjà presque déclinant. Tout d'abord, mes meilleurs vœux, j'ai un peu tardé. Très exactement, j'ai fait une première vidéo qui, en raison d'une énième panne de micro, était foirée. Puis le 2 janvier. Et donc bonne année depuis cette nuit fatale, enfin fatale non, qui a failli être fatale de 2007. Pour moi, souhaiter une bonne année, c'est d'abord de vous souhaiter une année pleine de 365 jours, qu'il n'y ait pas d'arrêt prématuré là-dedans, parce que malheureusement cela peut arriver. Année pleine de bonnes choses, année pleine de rencontres, année pleine de plaisirs simples tels que jardiner, de plaisirs complexes, à vous de choisir ce qu'est un plaisir complexe. Année pleine de mauvaises surprises aussi. Je me rappelle que l'an dernier, donc, ces fameux lichénidés, ces fameux chenilles en forme de coléoptère m'ont donné du souci, mais m'ont aussi permis de réfléchir beaucoup. Voilà, 2018 sera peut-être pour moi une année très très importante avec la sortie de mon livre en février. Et en tout cas, 2018 est une année qui a décollé très très fort en ce qui me concerne. Donc ce matin 2 janvier, j'ouvre les volets et qu'est-ce que je vois? Je vois un décollage réussi de mon tunnel à tomates qui, sous l'effet d'une bourrasque de vent, a décidé de migrer dans la haie. Voilà. Voilà, alors donc ces serres sont tenues par ces vrilles qui sont enfoncées dans le sol très très fort, et ensuite ces traverses sont accrochées par ce crochet, par l'intermédiaire de ce cordon, et c'est accroché ici. Ce que je suppose, c'est que par vibration, ces crochets se sont décrochés. J'ai fait l'erreur de ne pas les nouer ici avec un fil de fer, et donc je pense que tout ça, sous le vent, a secoué, la barre était peut-être un peu plus en arrière, et le crochet s'est décroché. Évidemment, après avec la prise au vent, ça s'est envolé. Ensuite, il a plu, j'étais pris par d'autres choses et j'ai remis ça au lendemain, au surlendemain. Bref, pour utiliser un mot que certains aiment beaucoup, j'ai procrastiné. Activité réduite au niveau du potager, une surprise que vous voyez ici, hein, donc c'est à cet endroit que se trouvait le tunnel à tomates et qui, lors des tempêtes de début janvier, s'est envolé et a fini dans la haie. Donc je l'ai démonté depuis, je vous incrusterai l'une ou l'autre image pour montrer que ça paraissait spectaculaire. Heureusement, c'est du matériel professionnel avec des tubes très épais et donc il n'y a pas eu tant de dégâts que ça. Alors voilà donc le résultat de cette tornade. Nous n'avons pas eu des vents exceptionnellement forts. C'est tout simplement, comme je vais vous le montrer, qu'il y avait un petit défaut au niveau de l'ancrage, donc une erreur à ne pas reproduire. Je vous inviterai à faire beaucoup plus attention que je ne l'ai fait. Voilà, du boulot si je veux qu'un nouveau tunnel soit prêt dès la saison 2018 en ce qui concerne donc la protection des tomates contre le mildiou. Du foin en partie étalé, des légumes qui sont encore là, la serre qui se prépare. Voilà un peu le jardin en chantier. J'espère qu'il y aura des journées un peu meilleures maintenant et que je vais pouvoir mettre un peu d'ordre. Allez, regardons un ou deux points.
Alors dans ce qui est fait et n'est plus à faire, c'est la taille des framboisiers. Donc je rappelle que ce sont des variétés remontantes, donc qui produisent tout au long de l'année. Alors on garde 2, 4, 5, 6, 3 selon l'état du pied, tiges qui étaient vertes, celles qui ont été formées l'année passée, donc durant l'été 2016. On enlève tout le reste et notamment tout le vieux bois, donc bois qui a été produit l'année d'avant. En général, quand on hésite, l'un est cassant, le bois sec est relativement cassant, il est plus clair aussi, et le bois vivant, celui qu'il faut laisser en partie en tout cas, est beaucoup plus flexible et il est plus roux, on va dire. Voilà, le paillage n'est pas encore fini, on a mis là des feuilles mortes du noyer que le voisin a collecté et nous a balancé par-dessus la clôture. Donc on constitue là un premier lit de matériaux, on va dire, pauvres, puisque ces framboisiers sont habitués à un système forestier. Par chance, il a beaucoup plu, donc les substances un peu inhibantes qu'il y a dans les feuilles de noyer ont été dans une large part déjà lessivées. Alors tout à fait inquiétant sont le fait qu'on voit des pousses qui sont en train de se développer à la faveur des températures très très clémentes. Donc voilà ici un détail de ces pousses qui sont bien trop précoces. Il faut quand même s'attendre dans nos contrées à ce qu'il y ait du -15, du -20 en février. Même chose ici, et je pourrais vous en filmer des dizaines de telles pousses qui sont déjà en train de bourgeonner. Cette baie de mai également est déjà bien partie, mais là c'est peut-être un peu plus normal, c'est un chèvrefeuille originaire du Kamtchatka, donc peut-être que pour lui c'est déjà le printemps ou l'été, habitué sans doute à des -20, -30, -40 qu'il est dans son milieu d'origine. Alors ici, c'était une partie où s'était développé énormément d'adventices. J'avais, je pense, dans une vidéo précédente, expliqué que pour moi, il n'y a aucune différence entre un engrais vert que l'on sème et des adventices qui poussent toutes seules. C'était la parcelle où il y avait des oignons. Il n'y a pas eu d'autres cultures. Ici, sur la droite, des épinards et des betteraves rouges. Mais ici, rien n'a été mis en place et donc, un certain nombre d'adventices avaient prospéré, des orties, des graminées, du plantain, du rumex, etc. Alors une chose intéressante, c'est d'observer attentivement ce pied de tomate qui ici est venu avec les autres adventices. Il y a là une ronce, il y a là beaucoup d'orties, il y a là-dedans des chicorées, il y a là-dedans du plantain, il y a là-bas du rumex, etc. Donc cette partie a été traitée au début du mois de janvier avec donc du foin. Donc ici, les épinards que j'évoquais à l'instant, épinards d'hiver qui ont été semés, je crois, en pleine sécheresse au mois de juillet ou début août, ont eu un peu de mal à sortir, maintenant sont très très bien. Alors on mange peu d'épinards cuits, mais c'est en cette saison une excellente salade verte. Les betteraves rouges, donc là encore, récolte de temps en temps. Elles sont, comme il n'a pas fait hyper froid, même si on a eu un petit épisode à -6,5 début décembre, et encore une fois des températures négatives, mais dans une moindre mesure, -4 je crois, au niveau de la sonde qui est au sol, début janvier. Mais donc voilà, ça se conserve dans le sol,
Et donc on a des betteraves rouges, on va dire fraîches, bien qu'on en ait récolté et qu'on a mis dans un silo, donc on enterré. Là nous sommes au niveau des dernières parcelles créées l'an dernier, hein, donc ça il y a un an c'était encore de la prairie. Alors il y a dans cette planche deux parties. Ici de mon côté, vous voyez tout un ensemble d'oignons, d'échalotes, etc. qui pointent. Ce sont des plants qui étaient à droite, à gauche, qui étaient en partie montés en graines et que j'ai repiqués pour refaire des semences cette année. Dans leur très très grande majorité, elle se développe sans problème. On voit ici hein, les anciennes tiges qui portaient les fleurs. Alors ici, on peut voir la vigueur avec laquelle les plantes de la famille des Alliacées se développent. Ce demi-oignon avait été jeté comme déchet parce que sous cet andin de foin, il y a les déchets ménagers. Et puis voilà, il a atterri ici. Et comme vous pouvez le voir, il s'est enraciné et il essaye de se développer. Alors je vais quand même augmenter un peu ses chances en l'enterrant un peu mieux. Voilà. Et ça va donner une belle fleur dès l'été 2018. Alors du côté des fraisiers, pas grand-chose n'a encore été fait, si ce n'est qu'on a béné là les tailles de framboisiers qui ont été passées au broyeur. Donc partie, on va dire, plutôt ligneuse pour traiter, comme je le fais chaque année, les fraisiers qui aiment les ambiances plutôt forestières et pour lesquels donc il ne faut pas abuser du foin, mais au contraire leur mettre des matériaux constitués de bois, donc des matériaux qu'on appelle ligneux, qui vont régaler les champignons qui vont eux-mêmes favoriser, nourrir, maintenir en bonne santé ces fraisiers, dont je rappelle qu'ils sont dans leur 5e ou 6e année et j'avais fait un film cet été dans cette zone-là pour montrer qu'ils atteignaient cette taille, toujours bien entendu sans rien faire, sans aucun travail du sol, sans aucun traitement, sans rien. Donc maintenant, après ce premier pic de production et à condition d'arracher les stolons qui se forment et qui prendraient trop d'énergie à la plante, donc ça systématiquement j'enlève durant cette phase, ces pieds remontants, donc ceux que vous voyez fleurir, vont assumer une production régulière pratiquement jusqu'en octobre. Alors du côté des poireaux, le front de taille recule. Au fur et à mesure des besoins, on en prélève. Alors je vais en prendre un des plus gros ici, hein, comme d'habitude. Il suffit de tirer pour que ça vienne. Et voilà donc un poireau sans travail du sol. Ah, petite limace noire ici. Sans travail du sol, sans engrais, sans fertilisant, sans rien, sans chichi, juste planté. Vous retrouverez sans doute la vidéo en 2016. 2 rangées dans lesquelles j'ai ouvert des sillons pour repiquer ces petits poireaux. Ils étaient un peu trop rikiki à mon goût, pour que je les repique dans le foin. J'ai planté ces poireaux absolument ridicules. Hein, ils étaient même pas de la taille d'un crayon parce que ma terrine était trop serrée. Donc c'était pas du tout, comment dire, optimal. Alors non seulement ils ont quasiment tous pris, mais en plus, vous voyez le résultat aujourd'hui sans aucun problème. Deuxième chose que vous pouvez voir ici, hein, c'est ce magnifique tapis de mouron des oiseaux. Alors n'importe quel jardinier conventionnel deviendrait fou
à l'image de ces mauvaises herbes qui envahissent tout, mais quand on sait que c'est là un magnifique engrais vert tapissant qui occupe le sol, qui retient les nitrates, qui forme de la biomasse nourricière et qu'en dessous, même le chemin, ça c'était l'allée dans laquelle je circulais pour récolter mes fraises, même le chemin s'est aggradé, vous comprendrez que c'est moi, je ne comprends pas les jardiniers conventionnels et je ne comprends pas qu'ils ne soient pas un tout petit peu plus observateurs et de temps en temps mettent un minimum d'ordre dans leurs idées. Alors, examinons d'un peu plus près cette cohabitation entre donc ces poireaux qui étaient partis donc d'une situation extrêmement rikiki et qui cohabitent ici avec cette couverture essentiellement de mourons. Il y a une renoncule ici, il y a quelques autres adventices, donc dites mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces poireaux extrêmement denses, il y a juste une main entre deux poireaux, sont donc, on peut dire, tout à fait respectables dans leur taille et dans leur développement, malgré la présence de ces adventices. Donc l'idée communément répandue que les mauvaises herbes concurrencent les plantes et feraient des dommages aux plantes n'est vrai que dans un maraîchage chimique sous perfusion. Quand le sol est mort et que l'on nourrit les plantes par des solutions liquides, il est évident que ce que les poireaux vont prendre n'ira pas aux adventices et ce que les adventices vont prendre n'ira pas du tout aux poireaux. Donc là, dans une approche conventionnelle, on peut imaginer qu'il y ait une concurrence et que donc on voit d'un très mauvais œil ces adventices. Ici, rien de tel. Le foin qui était là en couche épaisse donc au moment où j'ai planté ces poireaux, vous avez les images en ligne, est pratiquement entièrement décomposé. Il a donc nourri des organismes vivants dans le sol, organismes vivants qui ont nourri les poireaux, ont nourri les mauvaises herbes avant de se faire nourrir eux-mêmes par les rhizodépositions, c'est-à-dire l'injection de matière organique riche en énergie que ces autotrophes, ces plantes vertes, qu'il s'agisse du poireau ou qu'il s'agisse de mauvaises herbes, injectent dans le sol pour entretenir toute la cohorde de micro-organismes, de champignons, de bactéries autour de leurs racines, cohorde d'organismes qui les nourrit. Donc là, au contraire, on est dans un système qui, est sur une spirale ascendante. Plus j'ai de matière, de plantes vivantes en surface, et plus j'ai de racines qui nourrissent des organismes dans le sol, organismes qui nourrissent mes légumes. Donc là, je suis dans quelque chose, on pourrait imaginer une mini forêt vierge, dès lors qu'il y a de la lumière, dès lors qu'il y a de l'eau, et dès lors que se trouvent là quelques traces d'éléments minéraux. Ce système est sur une spirale ascendante. Par ailleurs, le mouron a bien protégé le sol. On est ici sur ce qui était une allée que je fréquentais régulièrement quand j'allais cueillir mes fraises qui sont ici sur ma gauche. Donc, et vous regardez, là, à la sortie de l'hiver, alors c'est pas, c'est pas comme fraisé, mais regardez tout de même, c'est un sol qui est très très meuble, parce que vivant, parce que les organismes font des glues, parce que les racines éclatent tout ça. Donc avec un simple couteau, je peux constater la fragilité. Je ne peux même pas prendre une motte comme ça en main, elle s'écroule d'elle-même. Voilà donc cette question de cohabitation d'adventices avec des légumes. Donc vous avez compris, j'ai dans mes projets de développer de plus en plus
de cohabitation entre des plantes qui ne sont pas étouffantes pour mes légumes, c'est la seule limite. Hein, donc des plantes tapissantes, des plantes rampantes qui s'installeraient sous mes légumes et qui leur feraient donc le plus grand bien. Voilà, alors derrière moi, là, le tunnel à tomates donc, qui s'est envolé, qui est démonté, avec donc heureusement l'essentiel des pièces, comme c'est un métal très très épais, qui n'ont pas bronché. Il y a juste quelques traverses comme ça, il y en a 2 très exactement, qui sont tordues. Alors j'avais commencé à étaler le foin pour préparer de nouveau cette parcelle pour l'année prochaine. Et je voulais juste vous montrer que je n'hésite pas une seconde à enterrer. D'ailleurs, qui sont des ficelles de sisal, hein, donc d'une fibre naturelle. Tout ça est ici sous le foin et va participer à la nutrition, à l'alimentation des organismes vivants du sol. Je passe une couche de foin et à ces mêmes endroits, je cultiverai l'année prochaine les tomates. Les tomates, c'est une des rares plantes qui accepte de revenir sur elle-même sans aucune difficulté. Alors pour ceux que cette histoire de tunnel inquiète, je voudrais juste dire que soyez prudents avec cette histoire de circulation d'air, donc de tunnels ouverts, mais 3 des ancrages sont restés en place et je pense que tout simplement les ressorts avec les vibrations de la serre, et la serre s'est un peu tassée, un peu enfoncée dans le sol, les ressorts se sont décrochés et du coup la serre n'était plus du tout ancrée. Donc je ne pense pas que le système ne marche pas. Je ne peux pas non plus vous le garantir, hein. Mais dans la mesure où 3 des 4 ancrages sont restés en place, j'ai tout lieu de penser que c'était un petit problème technique. Bon, j'étais ici hier quand le micro m'a à nouveau lâché, hein, donc vous avez eu les prémices dans la séquence précédente. Alors on ne va pas se décourager, 3e édition. J'ai ce coup-ci pris mon micro avec fil qui m'enquiquine un peu plus dans mes mouvements, mais dont je suis un peu plus sûr. Alors, remarquez que le soleil est encore présent ce matin, même si la météo annonce une nouvelle bande dépressive qui va arriver et de nouvelles pluies. Donc, profitons-en pour vous regarder un peu et réfléchir sur cette parcelle. Alors, cette parcelle s'arrête à peu près ici. On ne voit plus la différence entre l'allée enherbée et la plate-bande cultivée entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapide retour en arrière. Cette zone ici, cette bande a été recouverte d'herbe au printemps 2016, a été cultivée en 2016, de mémoire des aubergines et des choses comme ça. À l'automne 2016, au lieu de recharger en foin, j'ai essayé de faire un essai avec un couvre-sol que je veux expérimenter et qui est un trèfle souterrain. Alors, ne vous faites pas avoir, un souterrain, ça ne veut pas dire qu'il pousse sous terre. Il a, comme tous les trèfles, besoin de lumière, donc il est en surface. Par contre, il enterre ses graines, comme le font les arachides, hein, les cacahuètes. Il enterre les graines, d'où ce nom d'espèce, trèfle souterrain. C'est un des candidats de couvre-sol que je voudrais expérimenter. J'ai vu au printemps 2017, d'abord pas grand-chose, une terre nue, et puis en regardant de plus près, il me semblait qu'il y avait des petits pieds de trèfle. Je me suis dit, tu as semé un peu trop tard, et en effet, je l'avais fait en novembre, c'était bien trop tard. C'est en train de sortir maintenant. Puis j'ai cultivé quelques carottes, quelques laitues, etc., un peu de roquettes en sol nu.
durant donc la saison 2017. Et puis j'ai vu durant l'été que ce trèfle qui se développait n'était pas du tout ce fameux trèfle souterrain que je voulais cultiver, mais était notre bon vieux trèfle violet bien connu chez nous. Donc j'ai laissé, et vous voyez ici, des tapis de trèfle. Petit à petit s'est installé aussi du mouron, il y a quelques graminées, il y a d'autres plantes que l'on appelle couramment, du plantain, que l'on appelle couramment des mauvaises herbes. Alors j'ai laissé tout ça en place, conformément au principe que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'une couverture vivante peut très bien remplacer une couverture morte, et au contraire, elle peut le remplacer avantageusement dans le sens où c'est de la biomasse qui se crée sur place et qui va retenir les nitrates. C'est particulièrement vrai pour le mouron, qui est une plante qui n'apparaît que si un sol est bien riche, bien équilibré, etc. Puis donc à l'automne, ça a été la zone où l'on a réparti les déchets ménagers, conformément à ce que j'ai développé dans une vidéo où je parle de cette décomposition de surface. Alors vous trouvez là des frisés, des peaux d'orange, des épluchures de céleri, un reste de choucroute, des épluchures d'oignons, des peaux de mangue, qu'est-ce qu'il y a là-bas, des cucurbitacées, des peaux de courges et de courgettes, etc. Tout ça balancé ici, de l'ananas. Il y a ici également des restes de légumes qui n'ont pas très bien réussi, notamment le fenouil, dont les tiges un peu fibreuses ont été placées ici, parce que là où il s'est développé, j'envisage de semer et donc ces tiges m'enquiquinent. Ici, j'envisage de planter, donc ça ne m'enquiquine pas du tout. Bref, toute cette musique, tout ce joyeux bazar est ici en surface, et bien entendu, c'est une situation typique où un jardinier conventionnel piquerait une crise, serait malheureux comme un pou parce que sa terre n'est pas propre. Or, qu'est-ce qui se passe ici? C'est tout le contraire. Nous avons un sol qui a été protégé malgré les pluies, malgré les intempéries qu'on a eues. C'est un sol qui a été nourri par la photosynthèse qu'effectuent ces plantes, et un sol qui s'est structuré malgré les conditions défavorables. Je filmerai dans un instant en gros plan, on va creuser là pour voir à quoi ça ressemble. Et donc, vers le 10 janvier, on a commencé à étaler le foin, puis j'ai arrêté justement pour pouvoir filmer cette séquence et pour vous montrer cela, parce que dans un mois, vous allez venir ici et vous allez être surpris. Ça va être une planche parfaitement propre dans laquelle je vais sans doute, compte tenu de sa richesse, installer des pommes de terre en mars ou avril, et j'en suis convaincu, vous ne verrez plus rien de tout ça. Tout ça aura été digéré et nourrira en abondance mes pommes de terre qui se développeront, je l'espère, de façon remarquable. Je dis je l'espère parce qu'évidemment mes râteaux-pieds ne sont pas loin. Ils logent là en hiver le long de cette haie et ils vont sans doute me faire un peu de misère si je rate ma lutte. Voilà, on va regarder un tout petit peu à quoi ça ressemble, ce sol sous ce joyeux bazar. Alors toujours pour qu'il n'y ait aucun malentendu, je rappelle que c'est un sol qui n'a jamais été travaillé. C'était une prairie jusqu'aux sorties d'hiver 2016. Et donc là nous sommes, je ne sais plus, le 22-23 janvier, après une période particulièrement pluvieuse. Et je vais mettre ici un coup de fourche pour que vous voyez à quoi ressemble ce sol. Donc, bien sûr, ce n'est pas le couscous que j'ai d'habitude, mais vous voyez que ce sol est particulièrement facilement émettable et aucun légume, aucune plante n'aura du mal à s'installer là-dedans sous
cette protection donc de ce que l'on appelle couramment mauvaise herbe. Vous voyez l'abondance de racines qui émiettent. Quand vous avez une motte comme celle-ci, au moindre petit effort, elle tombe en 1000 morceaux. Aucune zone de battance en surface parce que protégée par ce que la plupart des gens appellent des mauvaises herbes. Alors un rapide coup d'œil sur cette zone ici au bas des cassissiers, recouverte d'une couche assez épaisse de foin pour une raison très simple. Il y a là-dessous une rangée de racines de pissenlit que j'ai collectées à la maison et qu'on a mis dans une jauge, donc dans une, on va dire une rigole. On les a entassés les uns contre les autres là-dedans. Et par-dessus, il y a maintenant cette épaisse couche de foin. Le pissenlit, dès que les conditions seront favorables, va essayer de chercher la lumière à partir des réserves qu'il a dans ses racines et va donc faire ces fameuses feuilles blanchies. Donc plutôt que de courir à droite à gauche dans la nature, normalement, j'aurai ici des pissenlits qui vont sortir naturellement au printemps. Et comme je suis un fan de salade de pissenlit, ce sera, je l'espère, un ravissement absolu. Alors en passant en rapide coup d'œil sur cette zone de choux, où il y a un peu tout et n'importe quoi, beaucoup de frisés, dont certains, vous le voyez bien derrière moi là-bas, ont été plumés, parce que tout au long de l'hiver, on a recueilli ces feuilles pour en faire d'excellentes soupes. Un peu de ça, une pomme de terre, quelques tiges de céleri tige pour donner un peu de piquant, et ça fait d'excellentes soupes. Les brocolis, donc évidemment, sont partis en tout et n'importe quoi et sont en train de fleurir. On a un ou deux bouquets là qui sont en train d'éclore à la faveur de ce redoux. Des choux de Bruxelles dont certains sont absolument lamentables, d'autres se défendent mieux. Des frisés de Milan qui n'ont pas été récoltés mais qui sont toujours là. Il y a quelques cabus qui ont souffert du froid, donc les feuilles extérieures ont pourri, mais on peut toujours récupérer le cœur. Je vais peut-être vous montrer ça. Voilà donc ici par exemple ce cabus pourri sur l'extérieur parce qu'il n'a pas supporté le froid, mais vous enlevez ça, alors je ne vais pas le faire parce que ça va l'abîmer, je n'ai pas envie de le manger aujourd'hui. Vous enlevez ça et vous pouvez récupérer la partie intérieure de la pomme qui est tout à fait comestible. Ne craignez pas ces pourritures-là, ce sont des organismes bactériens essentiellement, parfaitement anodins, qui ne vous feront aucun mal. Donc vous enlevez, parce qu'évidemment on ne va pas manger le pourri, vous rincez sous l'eau, vous hachez, vous avez une excellente salade de choux, vous le faites cuire si vous êtes plus méfiant, aucun problème. Voilà ici ces brocolis dont les fleurs sont quasiment en train de s'ouvrir ces jours-ci. Alors ici en bas, à l'endroit où se trouvaient les carottes, avec lesquelles on avait connu quelques difficultés, j'ai repiqué de l'ail d'automne, donc assez tard, je pense que c'était début novembre. Le terrain était à peu près sale, c'est-à-dire des adventices comme ce qu'il y a derrière moi, mais fidèle à ce que je viens de vous expliquer, j'ai pensé qu'il valait mieux laisser ces adventices pour capter les nitrates et puis de couvrir durant l'hiver ou en sortie d'hiver. Donc là, j'ai mis ce foin pas plus tard que il y a une petite quinzaine de jours, vers le 10 janvier, au moment où on voyait l'ail qui commençait à pointer. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble là-dessous. On va peut-être mettre un coup de fourche et on va être renseigné. Je découvre avec vous, donc j'enlève cette plaque, des moisissures, donc ça veut dire que les champignons travaillent. Un sol qui est parfaitement meuble, parfaitement protégé. Maintenant, je vais voir si je trouve l'ail.
Je ne me souviens plus où est la rangée. Ah, là, il y en a un que j'ai arraché malencontreusement. Donc ici, effectivement, en tirant, j'ai arraché ce petit cailleux qui était enraciné et qui était en train de germer. Donc, je vais le remettre au hasard ici. Donc on ne voit pas grand-chose. Donc laissons... Ah si, là il y en a aussi. Laissons le suspense se poursuivre. Les adventices qui étaient là ne sont pas encore, donc elles n'ont pas encore été, privées de lumière, elles n'ont pas encore commencé leur décomposition. Donc je vais refermer pour que ce processus maintenant qui consiste à éliminer les adventices et profiter du fait que l'ail aura la capacité de percer cette couche de foin, donc pour produire cet ail, tout en ayant eu une couverture de mauvaises herbes adventices donc à l'automne pour retenir les nitrates, et tout en ayant une culture qui sera propre, qui ne sera pas dominée par les adventices qui pourraient devenir trop envahissantes. Alors, est-ce que ça va tourner comme je le prévois ? Suite au prochain numéro, peut-être pas au prochain numéro, mais suite à la sortie de l'hiver, vers avril-mai, on sera un peu fixé sur l'évolution de cette affaire. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant, donc on va délicatement refermer pour priver les adventices de lumière, ce qui va les éliminer. L'ail, lui, partant des réserves qu'il a accumulées dans les cailleux, donc dans les petits bulbes, ce qui devrait lui être suffisant pour émerger. Bon, dernière étape aujourd'hui, sinon ça va de nouveau être beaucoup trop long. Vous reconnaissez ou vous ne reconnaissez pas cet endroit où a été filmée la vidéo qui concerne le traitement réservé aux déchets organiques ménagers dans le potager du paresseux. C'est ici même que j'avais filmé l'étalage, où je versais un grand coup de seau les déchets ménagers et où je vous expliquais que c'était très très peu de choses. C'est tellement peu de choses que je suis infoutu de revoir grand chose. Ici, je peux gratter. Alors, qu'est-ce qui s'était passé par la suite ? Par la suite, un certain nombre d'adventices, essentiellement cette Véronique, qui m'est fort sympa, cette Véronique. Donc c'était installé, mais il y avait des endroits où il y avait des trous, donc où il y avait encore un peu de foin et pas de plantes qui poussaient. Donc j'ai semé cette moutarde ici, qui s'est développée, donc il faut imaginer qu'elle avait atteint cette taille-là, avant de souffrir des premières gelées et de s'affaler un peu, et puis maintenant ça repart. Donc on est là dans ce processus où à l'automne, j'ai retardé volontairement l'étalage de foin, donc c'est une inflexion dans ma façon de faire. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je recommandais d'étaler le foin dans la deuxième quinzaine de novembre. Aujourd'hui, je pousse le bouchon beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je laisse d'abord des plantes, que ce soit des plantes semées en grès vert ou que ce soit des plantes spontanées, mauvaises herbes ou adventices, s'installer, capter les nitrates, nourrir les micro-organismes du sol, et tout ça, je vais le détruire là prochainement en passant dessus avec mon rouleau de foin. Sans même broyer, sans rien, ça va être aplati et se trouvera sous une épaisse couche de foin qui privera ces plantes de lumière. Elles vont régresser puis mourir, et puis elles vont nourrir tous les organismes du sol. Alors sous cette couche protectrice, le sol, qui, je le répète encore une fois, n'a jamais été travaillé, est particulièrement à grader. On va mettre un coup de fourche
et vous allez voir ça tout de suite. Ces déchets ménagers, je les produis et les recycler directement dans mon jardin est tout de même de très très loin la meilleure façon, la plus écologique de traiter le problème des déchets ménagers. Et on va passer à l'action. Donc, comment je valorise les déchets organiques ici? De la façon la plus simple qui soit, vous allez le voir en live et en direct, je déverse. Alors là encore, appréciez bien ces images. Je vais essayer de mettre le coup de fourche à l'endroit où j'ai cadré. Donc appréciez bien ces images. Sol jamais travaillé, simplement donc couvert de foin. C'est ici qu'il y avait des oignons durant la saison 2017. Oignons récoltés vers le mois de juillet. Puis ensuite, donc, l'endroit où on a déversé les déchets ménagers organiques. Et puis ensuite, donc, les mauvaises herbes se sont installées, ainsi que ces engrais verts. Et donc là, on sort d'une période pluvieuse particulièrement intense. Et on va regarder comment ça se présente. J'enlève un peu le foin. Et je mets un coup de fourche. Je pense que je suis dans le champ de la caméra. Et voilà. Vous avez un sol. Ce n'est pas le couscous de plastique qui traîne. Ça, c'est un reliquat du temps où j'ai fait un essai avec du carton. Donc, revenons à ce sol. Vous le voyez, des porosités liées au ver de terre. Vous voyez que ces meubles, je peux à peine prendre une motte. Là, c'est un caillou, donc lui, il va résister. Mais sinon, j'essaye de prendre une motte et elle tombe en miettes. Voilà. Alors qu'on est en pleine gadoue, hein. Inondation un peu partout en France. On a ramassé je ne sais pas combien de millimètres de pluie. Tout est déjà essuyé, tout est déjà pénétré dans le sol. Et cette terre-là, je pourrais sans aucun problème y planter des bulbes d'oignons. Elle est juste un peu froide pour la cultiver. Voilà. Alors dans la serre fermée, hein, celle qui ne s'est pas envolée, donc pas grand-chose. Là, à cet endroit-là, il y avait des tomates, pieds de tomates que j'ai enlevés et que j'ai mis là-bas sous le foin. Des salades, hein, donc des laitues, je pense que c'est de la rouge grenobloise et de la feuille de chêne, où de temps en temps on prélève. Mais là, on est à peu près en sol nu, si ce n'est quelques adventices qui s'installent. Et puis ici, ce céleri branche qui a levé spontanément et qui nous sert bien. Donc vous mettez une ou deux branches comme ça dans une soupe. On peut aussi le manger en salade. Et ça donne un petit peu de goût, un petit peu de peps, comme j'aime bien le dire. Il reste des tomates moisies, un peu partout, mais ça, c'est pas un problème. N'oubliez pas que les moisissures, c'est du vivant. Alors de l'autre côté ici, hein, donc j'avais planté, repiqué un certain nombre de salades d'hiver qui pour l'instant n'avancent pas très vite, mais qui sont là. Et je pense que dès que les températures vont monter, ça va aller très très vite. Il faut noter que dans cette serre, avec le temps qu'on a eu, donc temps à dominante gris, très très peu de soleil depuis le mois de décembre, en règle générale, la température à l'intérieur n'est guère supérieure, même dans la journée, hein, n'est guère supérieure à la température extérieure, et la nuit, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai très peu d'effet de serre, tout simplement parce que depuis décembre, on n'a quasiment pas eu d'ensoleillement. Peut-être quand même un gros plan sur l'activité tout à fait étonnante des vers anéciques ici sur le rang. Alors regardez ici ces turicules, hein, cette quantité incroyable de terre que mes vers anéciques remontent ici, voilà, au point de presque envahir ce pied de salade. Même chose ici, à côté de ces pieds, ou à plus large échelle ici. Hein. Donc tout ça, ce sont des petits turicules
que mes vers de terre remontent. Alors là, je suis en train de très mal les nourrir, hein. Ils vivent sur le stock de ce qu'ils ont mangé l'an dernier. Mais vous voyez, hein, quand je dis que avec une activité très intense des vers de terre, 1 cm de sol en moyenne est remonté par an, vous en avez ici la preuve évidente. Bon, le soleil se fait déjà la malle. J'ai l'impression que les prochaines pluies ne vont pas tarder. Une rapide conclusion, elle va être très simple. Mettez du bazar dans votre jardin, mais mettez de l'ordre dans vos idées. J'espère vous avoir montré à travers ces quelques spots que ce qu'on peut appeler bazar, donc déverser ces ordures ménagères en surface. Je parle d'ordures organiques, déchets organiques. Laisser pousser les mauvaises herbes qui protègent le sol, qui nourrissent les organismes du sol. Éventuellement installer des engrais verts, laisser faire. Tout cela conduira inexorablement à un sol bien structuré, conduira à un sol fertile, conduira à un sol où des micro-organismes bien nourris dans ce qui s'appelle la rhizosphère, donc la zone autour des racines, vont nourrir les plantes, vos légumes que vous allez installer plus tard. Je dirais, au fur et à mesure où les plantes en ont besoin, et je dirais même plus, les plantes cultivées, vos légumes, vont, à travers leur isodéposition, donc les substances qu'ils diffusent dans le sol, commander, piloter, orienter les organismes. J'ai besoin de ceci, démerde-toi, je te file un peu de matière organique, un peu de substances nutritives, mais va me chercher de l'eau, va me chercher du phosphore, etc. Alors c'est bien sûr un peu caricatural ce que je vous dis là, mais votre réflexion doit aller dans ce sens-là. Donc installez le plus de bazar possible, pensez qu'une friche est l'endroit où la fertilité du sol se reconstruit. Une friche, elle n'est pas sale, elle est l'étape avant la forêt, donc elle est la construction d'un système vivant performant. Un sol nu, c'est le désert, c'est le Sahara, c'est la mortalité, c'est mortifère, rien ne s'y passe, c'est l'hôpital. Voilà donc pourquoi il faut mettre du bazar dans votre jardin en mettant de l'ordre dans vos idées, c'est-à-dire ne pas croire des idioties, excusez-moi du terme, ne pas croire des imbécilités, mais essayer de comprendre. Comprendre, c'est toujours mettre de l'ordre dans ses idées. Et me voilà un peu péremptoire, je vais en rester là. À une prochaine, très bientôt.